Dans la Parshat Vaïchi, au moment où Yosef apprend que son père est malade, il amène ses deux enfants pour que Yaakov bénisse ses deux enfants. Vaïkach Yosef et Shneem et Ephraim bimino bismol Israël, et Menaché bismolo mimin Israël. Vayagesh Elav. Yosef prend les deux, Ephraim à sa droite, de sorte qu'il soit à la gauche de Yaakov, d'Israël, et Menaché, il le place à sa gauche, Mimin Israël, de sorte qu'il soit à la droite d'Israël, et c'est ainsi qu'il les fait approcher de lui. Vaishlach Israël et Yumino, Vayachet al Rosh Ephraim, Vuautsaïr, et alors Israël, donc Yaakov, envoie sa main droite pour la placer sur la tête d'Ephraim, qui est le plus jeune, Vetzmolo al Rosh Menaché, et sa gauche sur la tête de Menaché. Si quel est Yadav qui Menaché Abchor, il croise ses mains. Yarkemouni Lido, il fait ça avec intelligence, de croiser ses mains, car en fait c'était Menaché l'aîné. Et il bénit les enfants. Vayar Yosef un peu plus tard, donc Perek Memchet, on a commencé au Pasuk Yud Gimel. Et maintenant, Pasuk Yud Zayin, Vayar Yosef qui achit aviv Yad Yomino al Rosh Ephraim. Yosef voit que son père a placé sa droite sur la tête d'Ephraim. Vayera Be'enav, cette chose lui déplaît. Vayitmor Yad aviv la sirota me al Rosh Ephraim. Et il veut s'emparer de la main de son père, le placer sur son propre bras pour l'enlever de la tête d'Ephraim. Al Rosh Menaché, de sorte de la mettre sur la tête de Menaché. Vayomer Yosef el aviv, lochein avi, kizabchor, siminchal rosho. Yosef dit à son père, c'est pas comme ça, papa. En effet, c'est celui-là qui est l'aîné. Mets donc ta droite sur sa tête. Vaimaen avi, vayomer, yadati beni yadati. Et son père lui dit, refuse en disant, je savais bien, mon fils, je le sais. Voilà, etc. Bien. Et la question qui s'impose, c'est que après toutes ces souffrances multiples, interminables, où Yaakov n'a jamais pu se consoler d'avoir perdu son fils Yosef, à cause de sa façon de l'avoir mis en avant, de lui avoir donné l'actonet à Passim, de l'avoir toujours gardé près de lui, de considérer comme le fils de Rachel, sa femme bien-aimée. Et Yaakov a risqué la vie de Yosef pour construire un klal. Ça, il faut le voir dans des cours précédents où on parlait de la façon dont Yaakov se débrouille avec cette Gemara ou ce Zohar qui disent qu'il ne faut pas privilégier un enfant parmi les autres puisque ça déstabilise tellement la famille que les frères, à cause de cela, dit le Zohar, sont allés en exil puisqu'ils n'étaient pas reconnus. Yosef lui-même, auquel on a donné un rôle qui n'était pas le sien, lui-même aussi a dû aller en galoute. Même Yaakov a dû aller en galoute. Ça veut dire que le père aussi, derrière la rivalité, se jouait aussi un reproche non formulé des enfants envers leur père qui privilégie un de ses enfants. Et donc la position même de Yaakov était remise en question. Et même la Shrina, la Shrina, la présence divine va en Égypte, c'est-à-dire que même Hachem n'est pas intact dans la façon dont les frères le perçoivent, puisqu'ils perçoivent un monde régi par Akadosh Baruch Hu, dans lequel règne une injustice tellement criante, tellement flagrante de Yosef qui leur prend la place, qui ne leur laisse pas la place de s'exprimer. Et ça, un monde qui fonctionne mal, rejaillit automatiquement sur la Shrina, sur le sentiment qu'on a de celui qui l'a créé et qui le dirige. Bien. Quoi qu'il en soit,
On a déjà parlé de cela longuement dans des cours donc du passé. Mais ce qui est stupéfiant, c'est qu'on a l'impression que Yaakov, ça y est, il remet encore une couche. Il recommence maintenant avec Ephraïm et Menaché. Pourquoi recommencer? Ça y est, il y a déjà eu assez de souffrance. Il y a tellement de choses qui sont passées, 22 ans de séparation, c'est-à-dire 22 ans, je crois, comme les 2 lettres de l'alphabet, peut-être ça veut dire que c'est une... on l'a tellement perdu, il y a un bouleversement tellement total qu'on n'a plus aucune maîtrise sur ce qui se passe avec cette disparition de Yosef. C'est la totale. Et et Yosef lui-même, qui a accepté d'être un peu le bouc émissaire pour créer un shalom avec les frères, Re'ena et Shlom Achecha, qu'il avait comme mission et qu'il a risqué sa vie là-dedans, je dis une fois comme le Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, c'est le problème par rapport à Kadosh Baruch Hu, mais Yosef, lui, il est sacrifié pour une Akedat Yitzhak de la création d'un clan Israël. Il a accepté de se mesurer à ses frères et de faire la paix avec ses frères chez Lo Yachlou d'Abro le Shalom qui n'arrivait pas à lui. Et Yosef, qui a tellement payé le prix, tellement de souffrance, il n'est pas d'accord avec ce que fait Yaakov. Il dit, tu t'es trompé, c'est ça l'aîné, respecte un peu la hiérarchie. Non, je sais mon fils, je sais. Alors, le Midrash Rabbah, Parshat Vaïchit, Sadeh Zayin, le Midrash Dalet. Vayar Yosef qui a chitaviv, etc. Yosef constate que son père a placé les mains comme lui ne le prévoyait pas, puisque Yosef s'est débrouillé pour approcher Binyamin, qui était pas Binyamin, Ephraïm, qui était le jeune. Il l'approche il le met à sa droite, donc à la gauche d'Israël, pour que très naturellement Israël, Yaakov, lui mette la main gauche pour le bénir, et l'aîné et Menaché, qui est l'aîné, qui est à la gauche de Binyamin, de Yosef, de sorte à ce que quand il l'approche de son père, il se trouve à la droite de Israël, de Yaakov, et il suffit donc à Yaakov de mettre comme comme c'est normal, de mettre la droite sur la tête de l'aîné et de lui donner la plus grande bracha, et Binyamin serait le second. Et donc Yosef, qui voit les choses comme cela, veut retirer la main de son père de la tête de Ephraïm pour la mettre sur celle de Menaché. Amar Rabbi Brachia, Yada, de Dachat, Telita'a, de Alma, At Mevakesh, Litrota, cette main, dit Yaakov à son fils, qui a repoussé le tiers du monde, c'est-à-dire cette main qui a une puissance tellement énorme qu'elle est arrivée à lutter contre le malheur, je ne sais pas pourquoi on appelle ça le tiers du monde, contre le malheur de Esav et à le vaincre, cette main qui arrive qui est tellement puissante qu'elle jette l'énorme rocher qui se trouvait sur le puits, comme s'il s'agissait d'un vulgaire bouchon de bouteille. Cette force que Yaakov a, que même dans l'histoire de Shrem, quand Shimon et Lévi ont massacré la ville de Shrem et que tout le monde, tous les alentours se sont coalisés pour attaquer les frères, et bien les frères, ils avaient besoin de l'appui de leur père qui a ceint ses armes pour arriver c'est lui qui était le victorieux de cette guerre, tellement il est puissant. Cette main, tu prétends l'enlever. Ça veut dire qu'en vérité, il y a une véritable marloquette entre la vision de Yosef qui constate que ça y est, c'en est fini, on remet les choses en ordre, et celle de Yaakov qui persiste et signe, mais qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut tellement, le Midrash de continuer, Vaimaen avi vayomer yadati ben yadati, et son père refuse de changer la position de ses mains en disant je le sais mon fils, ou je le savais que c'est ce redoublement. Alors Midrash, Yadati maase Rouven ou Bila, ou maase Yuda vetamar, Dvarim, shelo nitgalu lecha nitgalu li,
Dvarim shenitgalu lecha al achat kama vekama. Mais je sais, mon fils, ça veut dire des choses que toi tu ignores, dont tu n'as rien compris, t'es un morveux, t'as rien compris dans ce qui se passe. Moi, les histoires de Rouven avec Bila, j'ai compris les tenants et les aboutissants de cette histoire-là. Les histoires de Yuda et Tamar, je connais aussi, il n'a pas cité ici l'histoire de la vente de Yosef. Hein. Bon, mais quoi qu'il en soit, moi je connais les choses qui, toi, t'échappent complètement. Ma vision des choses intègre des connaissances que tu as. Alors tu imagines bien que des choses que toi tu sais, comment doit être et où doit être placé Menaché et Ephraïm, comment tu me les places devant moi, tu te rends bien compte que même si je ne vois pas quelque chose, j'ai exactement compris comment tu as dû faire les choses. Et si je refuse cela, j'ai bien des raisons là derrière. Enfin, on voit qu'il y a une véritable volonté de Yaakov de je ne sais pas, de créer la zizanie, c'est impossible, c'est pas tout ce qu'il cherche, c'est la paix parmi ses enfants. Et là, on a l'impression, mais il recommence avec tout le prix tellement lourd à payer. Qu'est-ce que Ephraïm et Menaché viennent faire encore dans cette organisation du monde d'Israël? Bien. Alors, quand le Rav Yosef Pardo est venu de Strasbourg la semaine dernière, j'ai appris de lui quelque chose qui me sert énormément. Il y a la première question de Rashi sur Parshat Breshit, c'est Rabbi Yitzhak qui dit Lo yatzarich latril et Torah et la me'achodesh hazeh. Qu'en vérité, Rashi s'interroge qu'il n'était pas besoin, n'était pas nécessaire de commencer la Torah à Breshit bara Elokim, à tout ce Sefer Breshit, il fallait passer directement à Chodesh Hazelachem dans Parshat Bo, car c'est la première mitzvah qui est donnée au clan Israël, et le but de la Torah, le fruit de l'action humaine, cette Torah, c'est la finalité du monde, elle est donnée par Parshat Bo. On pouvait passer au-dessus de toutes les descriptions de toute l'historique du monde. Alors, Rav Pardo, il dit qu'en vérité, disons, je reprends mais je le formule dans ma perception de ce qu'il a fait remarquer, c'est qu'en réalité, le monde, comme Rashi le dit lui-même, d'ailleurs aussi dans le premier Rashi, que l'onivra olam et les bishvil Torah ou bishvil Israël chez Nikraim Reshit, que le monde a été créé pour la Torah et pour Israël, qui tous les deux sont appelés Réchit. Alors, Bereshit pour Israël, pour la Torah. Alors, parfois, on a l'impression qu'il y a eu deux raisons de créer le monde, une qui s'appellerait la Torah et une qui s'appellerait Israël. Mais c'est certainement pas de ça qu'il s'agit. C'est que donner la Torah, c'est donner une Torah qui est adaptée, qui va avoir un plein écho au niveau des hommes. La Torah, pour qu'elle puisse signifier de la Torah, doit s'adresser à des gens qui en entendent la profondeur, qui en développent le contenu. C'est pas une Torah, on peut prendre la Torah qui a été donnée au début de l'histoire du monde, avec seulement les 7 mitzvot béné noirs, ça aurait été régir le monde dans sa globalité, mais ça n'intéresse personne, il n'y a pas d'oreille pour ça, et quand bien même on veut utiliser la Torah comme un code civil, un code pénal, un code de la route et un code je ne sais trop quoi, ça ne donne absolument pas à la Torah le retentissement et ça ne donne aucune justification. Créer un monde simplement pour le régir. Est-ce que Hachem a créé le monde simplement pour lui donner une loi et que ça se déroule bien au niveau des hommes, d'une façon sur le plan de code civil, code pénal et code de la route? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Le monde n'a pas été créé pour cela. Cette profondeur que la Torah est là, il faut qu'il y ait une oreille qui l'entende. Il faut qu'il y ait Bishvil Israël, si tu veux que ce soit Bishvil la Torah, le monde a été créé pour cette loi, mais une loi qui n'est pas simplement de la gestion, de l'administration du monde, mais de la profondeur du sens, comme le Rambam dans le Moré, qui dit qu'il y a 3 niveaux, que la Torah elle sert à régir les rapports entre humains,
à améliorer les midotes individuelles et aussi à permettre de connaître le Créateur. C'est à trois niveaux différents que la Torah est là son usage. Et pour qu'elle puisse jouer ce rôle, il faut qu'il y ait des gens qui s'intéressent à qui soient pris par le comment et le pourquoi, surtout le pourquoi de notre présence sur Terre, de la signification de tout cela, d'améliorer Midot. Il faut qu'on entende la Torah dans toute sa dimension. Et pour cela, donc, il convient d'avoir un peuple, d'avoir un mekabel, un réceptacle pour donner à la Torah sa pleine mesure. Et c'est pour cela que l'histoire, d'après Rav Pardo, de la Torah, c'est la recherche d'hommes qui vivent, ensemble et qui créent une fraternité entre lesquelles les choses se passent, que ce n'est pas uniquement une vision naturelle, égoïste, égocentrique et que les choses s'arrêtent à cela. Il faut un vécu ensemble, il faut passer par les tensions qui existent dans tout milieu humain. Il faut, à travers ces problèmes, ces difficultés énormes pour chacun, de dépasser la perception centrée, égocentrée, qui est tournée vers nous, et à Niv Exiod, on se considère comme le centre du monde, pour arriver à travers ces tensions qu'on doit résoudre d'autrui, du monde d'autrui, à avoir une oreille, à entendre ce dont la Torah parle. Si toi, tu ne vis pas des problèmes, des problèmes réels, des problèmes existentiels qui sont lourds, tu es incapable d'entendre ce dont la Torah parle. Comme la Torah dans Gittin, même Gimel, qui dit « En Adam omed al divrei Torah el amiken nirshal » on ne peut comprendre véritablement le sens de la Torah que si on a trébuché là-dedans. C'est-à-dire que si on a trébuché, ça veut dire que c'était des vrais problèmes en nous qui nous font trébucher et sur des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Là, on peut entendre être omed al divrei Torah. Et donc, il y a quelque chose d'absolument fondamental de créer un Bishvil Israël pour qu'il y ait un Bishvil Torah. Ça va de pair. Et donc, on ne peut pas faire l'économie de l'histoire, des tentatives successives de créer le monde de l'homme. C'est le Sefer Breshit qui commence à partir d'un choix de l'humanité et qui réduit ça à un choix d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, et toutes les tensions qui se passent, qui s'opèrent entre ces groupes humains, pour arriver à avoir un clé qui boule, donc un réceptacle pour la Torah. Et c'est dans ce sens-là que j'entends, disons les choses d'une façon très rapide, que j'entends l'insistance de Yaakov d'opérer tous les sacrifices, de mettre tout sur la table, tous les niveaux de tension qui puissent exister, jusqu'à obtenir un groupe où il y a une écoute possible de la Torah. Il y a quelque chose de vital dans lequel on ne peut pas compter ses efforts, bien que, à titre personnel, Yaakov est un être tout à fait normal. Bikesh Yaakov leshev beshalva, kafatz alav rugzo shel Yosef. Yaakov, au début de la parashat Vayeshev, on le voit qu'il s'est installé ici. Tellement il a souffert, pas tellement de choses il a passé, eh bien, l'histoire n'est pas terminée, et il y a une histoire de Yosef. Et encore et même, après toute cette horrible histoire de Yosef, qui est peut-être la souffrance qui est la plus grande de ce qu'il a connu dans sa vie, et en dépit de cela, il continue encore et ne calcule pas sa peine, et ne calcule pas les souffrances. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de créer. On ne voit pas, a priori, qu'est-ce que Ephraim et Menaché ont à voir là-dedans. Peut-être, on pourrait, comme dans Taléorot,
il pose le problème de Bechai Vorech Israël est mort, Yesimcha Elokim Kefraim Vechim Naché, c'est pourquoi, quand on bénit ses enfants, c'est à travers la formule de Simcha Elokim Kefraim Vechim Naché que Hachem te rende comme Ephraim et Menaché en plaçant Ephraim avant Menaché. C'est que, disent les commentateurs que j'ai vu le commentaire dans Taléorot, que le premier couple de frères, si l'on peut dire, dans lequel harmonie, on ne vit pas sur le mode de la concurrence, de la rivalité, mais que les choses soient harmonieuses, c'est entre Ephraim et Menaché. Ça veut dire jusque-là, toute l'histoire humaine a été pleine de tentatives avortées d'établir une fraternité, et ça a commencé dès l'aube de l'humanité, parce que c'est ça le problème, ou un des plus grands problèmes qu'il importe résoudre. Dès Caïn et Abel, tout de suite, dès la création du monde, déjà, il y a eu l'homme qui tue son prochain pour s'arroger Bishvili Nivra Olam. Et ça a continué, et ça a même traversé d'une façon dramatique l'histoire de Yosef et ses frères. Et on a abouti finalement à un couple apaisé avec Ephraim et Menaché, que bien qu'ici aussi il y a une position, celle d'Ephraim du plus jeune qui est privilégiée, eh bien ça n'a pas empêché l'harmonie entre Ephraim et Menaché. Au point qu'il y a eu un fameux épisode dans l'histoire de Shoftim Chet. On a présenté que Gidon a levé l'étendard de la révolte contre Midian, qui opprimait les Bnei Israël, et il a écrasé les troupes de Midian, mais les chefs de Midian, c'est-à-dire Orev et Zeev, les deux grands chefs, l'un qui s'appelle le corbeau, l'autre qui s'appelle le loup, ont échappé, et c'est Ephraïm qui les a tués. Au début du chapitre Chet, les gens d'Ephraïm ont dit, donc ils sont adressés à Gidon, le porte-drapeau de la tribu de Menaché, qu'est-ce que c'est que vous avez fait avec nous de ne pas nous convoquer quand vous êtes allés pour lutter contre Midian? Vaïrivun ito bechozka. Et ils les ont vraiment violemment pris à partie. Vayomer alehem pardon. Vayomer alehem me asiti atakachem. Si seulement moi j'avais à présent pu agir comme vous. Halotov ololot Ephraim ibetsir aviezer. En effet, les petits grappes, les grappillons que Ephraim a pris sont préférables aux betsir, aux vendanges d'Aviezer. Aviezer, c'est la famille de Gidon. Il valait mieux, vous avez fait un meilleur travail en tuant les deux chefs, en décapitant les chefs, que nous avec toutes nos vendanges. Nous on a tué des hommes et des hommes pleins. Mais le résultat, pour mettre fin à l'agression de Midian, au lieu de tuer 1 million d'hommes, il vaut beaucoup mieux décapiter les chefs. Bietrem Nathan, Elohim et Tsar et Midian et Orev et Zeev. C'est dans vos mains qu'Elohim a livré les chefs de Midian, Orev et Zeev. Si seulement j'avais pu agir, faire la même chose que vous, à ce moment-là, ils se sont calmés, les revanchards, les revendicards d'Ephraïm se sont tus. Et donc, on peut dire que entre Ephraïm et Menaché, des tensions ont existé aussi dans l'histoire, mais je veux dire, ils ne vivent pas l'existence
d'un frère, sur le mode de la rivalité, ils arrivent à se répartir le travail d'une façon harmonieuse. Et c'est pour cela que donc on bénit les enfants comme ce couple abouti d'Ephraïm et de Manaché. Mais revenons-en à notre interrogation, disons, qui a été que pourquoi donc Yaakov va créer de nouveau une discorde, va provoquer une discorde contre la vie de Yosef entre Ephraïm et Menaché en privilégiant le plus jeune par rapport à l'aîné. Il sait parfaitement qui c'est l'aîné, il sait parfaitement qui est le plus jeune. Et lui, il a une vision des choses dans lesquelles c'est Ephraïm qui doit prendre le pas. Mais sans vouloir développer ce problème du rôle et de la complémentarité des rôles respectifs d'Ephraïm et de Menaché, qui devrait faire l'objet d'un autre cours, on va revenir sur cette historique de la création de la fraternité à l'intérieur du peuple juif. Voilà. À partir d'un Tosfot. Donc, je me réfère là-dedans au cours où j'ai reparlé de ce sacrifice de Yosef en vue de créer un peuple avec ses frères. Et je ne reviendrai pas beaucoup là-dessus, mais je me suis intéressé à une Gemara dans Makot Yud Aleph Amud Bet. Marav Yuda Marav, Nidui al Tnai Tsarir Afara, Milanan Miyuda, Tirtiv, Imlo Aviotiv, Elecha, etc. Voilà. Rav Yuda, au nom de Rav, dit que lorsque on s'expose à un anathème, à une exclusion, à un rejet, même quand il est astreint à une condition, il est soumis à une condition, et quand bien même cette condition n'est pas remplie, Tsari Khafara, il faut tout de même annuler le prononcé de cet anathème. D'où ce qu'on voit ça de Yuda, puisque Yuda a dit à son père, Imlo Aviotiv, si je ramène pas Binyamin chez toi, si je te le ramène pas, que je sois maudit, enfin que je Rashi Vechatati lecha lachon nidouihu, c'est un langage d'exclusion, de rejet, chez Yemenudé la vive, que je sois rejeté par toi à tout jamais. Et on voit que bien que finalement Binyamin a effectivement été rendu en bonne santé à son père, et malgré tout, on voit que les os de Juda étaient dans le désordre, qu'il n'arrivait pas à se relever de ce nidouille, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu lui donne toutes les brachot qui lui permettent de réintégrer sa place. C'est la suite de la Gemara dans Yud Aleph Amud Bet. Tosfot pose la question suivante. Il demande pourquoi est-ce qu'un nidouille à Tnaï, pourquoi on a besoin si le Tnaï n'a pas été rempli? Si par exemple je dis comme ça, si tu ne payes pas ta cotisation, si tu ne payes pas aux synagogues, si tu ne vas pas, si tu ne demandes pas pardon à telle personne que tu as offensée, etc., etc., si tu ne remplis pas tes devoirs face à la communauté, alors on ne te fera plus monter à la Torah jusqu'à Pessah. Arrive Pessah, on peut le faire monter automatiquement, c'est fini. Oui, c'est un idouille, c'était une menace, si on veut, à condition que, mais si le bonhomme finalement remplit ses engagements et change de conduite, eh bien il n'y a pas de problème. Mais pourquoi est-ce que dans le cas du Yuda, pourquoi est-ce qu'on dit par rapport à Yuda que un anathème, un idouille, une quarantaine, une mise à l'écart, en quarantaine, quand bien même elle ne serait pas justifiée, malgré tout, il faudrait encore l'annuler, comme on voit dans l'exemple de Yuda. Alors Tosfot dit, c'est le premier Tosfot là en haut, Sheare Hacha
Hitna bedavar shelo haya biyado le kayem. Yuda a pris un engagement sur quelque chose qui ne dépend pas vraiment de lui pour la réalisation, de Shema Hayam Akvo Yosef, O Yikraeno Ason Baderer. Car peut-être Yosef aurait pu garder sous un prétexte ou un autre Binyamin, donc ce qui aurait empêché Yuda de le ramener à son père. O Shema Yikraeno Ason Baderer, peut-être il arriverait un malheur en cours de route. Déjà, Rachel était morte en cours de route. Et il est possible que ça arrive. Et d'ailleurs, Yaakov, dans son refus de lâcher Binyamin, de laisser partir Binyamin avec ses frères, il a également dit Penikraeno Hassan. Il a peur de cela. Et pourtant, Yuda s'est engagé, indépendamment de cela, de Shema Yamakvo Yosef O Yikraeno Hassan, Baderer, ou le Kachal Meikaro Gamanidoui à la Tnaï. Et c'est pour cela que le Nidoui, il s'applique, cet anathème, il s'applique dès le départ sur cette condition, puisque en tout état de cause, je me maudis quoi qu'il puisse arriver, et que les choses ne dépendent pas de moi. Ça veut dire que j'accepte sur moi le Nidoui. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une Atara, d'une Afara, d'annuler le prononcé de ce jugement, de cette exclusion, alors que si c'est simplement quelque chose d'une sanction d'une communauté contre un de ses membres, si elle est assortie d'une condition ou d'un délai pendant tant et tant de temps, une fois que la condition ou le délai est passé, il n'y a plus de problème. Mais pas dans le cas de Yuda. Très bien. Alors, le problème en vérité qui se pose est le suivant. Pourquoi est-ce que Yaakov a accepté de laisser partir Binyamin avec Yuda seulement parce que celui-ci prenait l'engagement de le lui ramener en risquant sa vie éternelle, en s'exposant à Adolam, j'aurais fauté définitivement contre toi. Pourquoi? Puisque Yuda ne peut pas garantir la réussite de sa mission, de son engagement de ramener Binyamin, Yaakov n'a laissé partir Binyamin qu'à cause de cet engagement de Yehuda. Qu'est-ce qu'il a comme avantage? C'est pas parce que Yehuda s'est engagé qu'il va arriver à le ramener. Et quoi? Dire que Yehuda il n'est pas suffisamment motivé et qu'il n'aurait pas à chercher à ramener son frère et qu'il l'aurait laissé tomber, c'est ridicule. Yehuda est un homme responsable, c'est le roi des frères, c'est quelqu'un d'absolument responsable de ses actes, qui de toute façon aurait fait tout ce qui est en son pouvoir pour arriver à ramener Yamin. Oui? Alors, Laurent Azot, quand on a étudié ce Tosfot, il a dit, mais peut-être il y a ici une résurgence du problème de Yosef et de ses frères. C'est-à-dire peut-être ici, en vérité, sous cette histoire qui parle de garantie donnée à Yaakov comme quoi Binyamin, il pourrait le récupérer, c'est pas tellement l'inquiétude de peut-être il va pas revenir, que sous ce texte-là se cache autre chose. C'est quoi? C'est que il y a un enjeu, il y a une reprise d'une certaine façon dans la relation entre Binyamin, fils de Rachel, frère de Yosef, et Yuda, qui est le représentant des frères. On est peut-être en train de rejouer d'une certaine façon la pièce qui s'est jouée des années avant entre Yosef et ses frères. Et je veux à ce propos ramener la remarque du Shla Kadosh dans le Perek Membet,
lorsque lorsque Yosef accuse ses frères de vouloir espionner le pays. Et alors on dit Pasuk Tet, donc de ce Perek Membet, Vaïskor Yosef et Achalomot Asher Chalam Lahem. Yosef, quand ses frères viennent devant lui, se souvient des rêves qu'il a fait à leur propos. Vayomer Alehem, Meraglim Atem. Allez, vous êtes des espions. Vous êtes venus ici pour espionner l'Égypte, pour voir quels sont les points faibles par lesquels on pourrait l'attaquer. Vayobrila Vloa Denis. Mais non, mon Seigneur. Vavadecha Baoulish Borochel. Tes serviteurs viennent pour se ravitailler. Il y a donc la famine. Kulanu bnei shechad nachnu. Kenim anachnu. Lo yovadecha bragli. Nous sommes tous les fils d'un homme. Nous sommes innocents. On n'est pas du tout des explorateurs. Vayomer Alem. Lo kirvat aretz batem lirot. Non pas. Vous êtes venus pour voir les points faibles du pays. Vayomru shnemasar avadecha achim anachnu bnei ish echad be'eretz Kenaan ve'ine hakaton etc. Et dit non, shnemasar avadecha, tes 12 serviteurs sont des frères, fils d'un seul homme, etc. Le Shlach Kadosh fait remarquer que dans un premier temps, quand les Bnei Israël sont accusés d'être des espions, Kulanu bnei ish echad nachnu. Nous sommes tous fils d'un homme. 2 psukim plus loin, Vayomru, Shnemasar avadecha achim anachnu. Tes 12 serviteurs sont 12 frères. Le Shlach Kadosh dit, la première fois, les frères se définissent comme nachnu, nous sommes. La deuxième fois, anachnu, nous sommes. Quelle est la différence entre nachnu et anachnu? C'est pour dire, normalement, quand on parle de nous, anachnu, c'est toute la dimension du nous. Mais nachnu, c'est quelque chose qui est minoré, c'est comme nous, mais d'une façon, je ne crois pas qu'en France il y a un correspondant à cela, j'en sais rien, mais il y a comme un nous qui est minoré. Pourquoi? Parce que la première fois, ils se définissent Kulanu bnei ish echad. On a le même père. Bon, c'est une raison d'être unis que d'avoir le même père. On est la même famille. On est tous des fils de Yaakov. Nachnu. Et ça, une unité, un tzibour qui se créerait comme référence au passé, comme des mêmes références historiques, des références familiales, des fêtes de famille passées ensemble, les événements fêtés ensemble, etc. Ça en fait un nachnu, ça fait un groupe humain réduit, si l'on peut dire. Mais après, Shnemasar avadecha achim anachnu. Quand c'est à titre de frère qu'il se présente, ça c'est anachnu. C'est-à-dire quand il y a une relation qui est entre les frères, là on est en niveau, on est en présence d'une unité, d'un achnu beaucoup plus réalisé. En effet, on peut avoir une famille dans laquelle les enfants, ce qu'ils ont de commun, c'est tout ce qui se rapporte à la famille. Les fêtes communes, les bar mitzvot, on va chez les uns et les autres, etc. Certaines occasions, des moments vécus ensemble, qui créent une certaine unité. Mais il y a beaucoup plus. Quand on découvre que dans cette famille, Rouven téléphone à Shimon et que Shimon s'inquiète de Issachar, quand il y a des relations qui dépassent la simple communauté de parents, ça devient du anarcho. Quand l'un a affaire avec l'autre, que c'est ça qui crée la fraternité, ça c'est tout à fait une fraternité. C'est pas un père qui fédère ses enfants, mais ça c'est vraiment un vécu que les enfants prennent à leur compte et ils créent une unité humaine, une communauté humaine d'un niveau beaucoup plus élevé, beaucoup plus motivé que celui qui n'est dû qu'à un vécu ensemble. N'est-ce pas? Et l'on pourrait dire,
Et ça, c'est un étonnement qu'on découvre en réfléchissant à cette paracha. On pourrait dire qu'en vérité, on a tellement focalisé l'erreur, s'il s'agissait d'une erreur, de Yaakov d'avoir voulu créer un lien entre Yosef et ses frères, faire en sorte que les frères acceptent Yosef et que Yosef arrive à trouver sa place, à s'intégrer parmi les frères, que son travail a tellement été centré, la réflexion a tellement été centrée là-dessus, avec notamment la Ktonet Passim, avec Yosef qui raconte des rêves, qui se met en avant, qui rend les choses très très difficiles, qui rapporte des choses négatives sur les frères à Yaakov. On a tellement centré les choses là-dessus que on a fini par oublier qu'il y a autre chose qui est un facteur de division chez les frères. C'est quoi? C'est l'amour affirmé de Yaakov envers Rachel. Rachel a toujours été décrite Atem yudatem kishnaim yalda li ishti. Ma femme, elle m'a mis 2 enfants au monde. Ma femme. On n'a jamais qualifié Léa de ma femme. C'est sa femme, mais il l'a jamais appelée ma femme. Ma femme, c'est Rachel. De même, quand on a dans le Pérec Lamed Gimel, au moment de la rencontre avec Esav, Yaakov, quand il va affronter Esav, qu'est-ce qui est marqué? Vaïssa Yaakov Enav, Vayar, le début du chapitre la Gimel, Esav ba, Veimo arba meot ish, Vayachat setayladim, al Léa, val Rachel, val shter sfachot. Quand Yaakov lève les yeux et voit que Esav vient à sa rencontre avec 400 soldats, il divise les enfants, il les met avec leur mère, avec les enfants avec Léa, Rachel et les 2 shfachot. Dans le pasuk bet, Vayashem et shfachot ve'talden rishona. Il place en tête les servantes et leurs enfants. Deuxièmement, ve'et Léa viladea charonim. Derrière, c'est Léa et ses enfants. Ve'et Rachel ve'et Yosef acharonim. Et Rachel et Yosef en dernier. C'est-à-dire quoi? Dit Rashi, Acharon, Acharon, Chaviv. Le préféré, il le protège. C'est-à-dire, le plus important pour lui, c'est de protéger Rachel et Yosef. Pour lui, c'est ce qui compte le plus. Léa, en deuxième ligne. La première ligne, ce sont les servantes. Et ici, manifestement, Yaakov affirme clairement son choix de Rachel, c'est ma femme. Je suis allé chez Lavan pour Rachel. Et quand Yosef est né, ça y est, j'ai ce qu'il me faut, je repars. Ma mission, elle est faite ici, mon temps est écoulé chez Lavan. Voilà. Et d'ailleurs, on peut voir à la fin de Megillat Ruth, dans le 4e chapitre de Megillat Ruth, au moment où on va célébrer l'union de Boaz et de Ruth, à la fin du Pérec, plus ou moins à la fin du Pérec d'Alet, Vayomu kolam asher beshar vazkinim eidim. Tout le monde est témoin de cela. Yiten Hashem et Aisha haba el betecha, que Rachel ou que Léa, asher banu shtehem et bet Yisrael. Vasechai befrata ou krashem vet lachem. Qu'Hachem fasse de cette femme qui vient dans ta maison de Ruth, comme Rachel et comme Léa, qui ont construit à elles 2 la maison d'Israël. Que Rachel ou que Léa, Rashi, Afal pi shayu mishevet Yehuda ou même Lévi, bien qu'on est ici à Bethléem, qui fait partie du territoire de Yehuda et de Léa, ouais, voilà. Vous savez, ils ont reconnu, tout le monde
a reconnu la priorité de Rachel. Donc c'est tellement officiel la préférence qui est marquée envers Rachel que ce n'est pas seulement avec Yosef qu'il y a un problème, mais même avec Binyamin. Sauf que quand l'enjeu c'est de créer une fraternité de anarnou, de frères entre frères qui se reconnaissent, qui a les tensions les uns envers les autres, ça c'est Yosef qui est tout désigné pour essayer de faire au risque de sa vie de faire la paix avec ses frères. Et l'échec de Yosef laisse Yaakov inconsolable. Il le laisse inconsolable, certes, parce qu'il tient à Yosef, mais là-dessus, Hamet Nishtakar Minalev, s'il était mort, Yaakov aurait pu se consoler. Mais pourquoi il ne se console pas? C'est parce qu'en vérité, il y a un échec ici que lui a lancé Yosef dans cette aventure et que regarde ce que ça a donné. Et quelque part, il y a, et plus que ça encore, c'est qu'il y a un échec de la création d'un peuple juif. C'est pour ça que Rachid dit qu'il a une tradition que s'il y a un de ses enfants qui manque à l'appel, il verra la face du Guénam. Il n'a pas accompli sa mission sur terre. Et je ne parle pas ici, cet enfant, c'est Yosef en plus, qui est particulièrement important là-dedans. Mais maintenant que Yosef n'est pas là, ça veut dire que Yaakov pense avoir échoué là-dedans et qu'il est inconsolable de cet échec de sa vie, il y a encore un deuxième niveau, c'est-à-dire de permettre à Binyamin de rentrer dans l'arène, d'être aux prises avec les frères, parce que là aussi il y a un contentieux possible. Le contentieux, c'est que comment peuvent-ils se retrouver dans une même famille alors que manifestement certains enfants sont plus élus par le père que d'autres. Donc il y a, non pas à titre personnel, individuel, un problème avec Binyamin, mais avec la place occupée par Binyamin, c'est j'ai deux enfants, j'ai deux enfants de ma femme. J'ai Yosef et j'ai Binyamin. Alors, bien, Binyamin, c'est un autre problème, on ne voit jamais Binyamin intervenir, revendiquer, s'opposer aux frères, pas du tout, mais c'est d'une réalité. C'est Rachel et Léa. Et c'est ça, finalement, que dirait Laurent Azotte, qu'il y a derrière cet engagement que Juda prend de ramener Binyamin, ce n'est pas qu'il lui fasse échapper à des choses qui ne dépendent pas de lui, non, mais que concernant le fait qu'il lui est livré, il est livré entre ses mains, qu'il ne lui fasse pas un sort. C'est-à-dire que Yaakov, ayant renoncé à faire une fratrie sur le plan de Anarnou, avec des relations des uns et des autres directes, il se rabat, accepte à contre-cœur une famille minorée qui serait seulement Nachnou, les Bnei Ishechad, qu'on arrive ensemble à construire. Et pour corroborer cette lecture, je dirais que lorsque Yosef voit que Juda arrive à être garant de Binyamin, il est garant de Binyamin, au point que quand Yosef prétend garder Binyamin comme esclave, Juda dit non, non, lâche-le celui-là, moi je suis mieux, moi je prends sa place, je travaille mieux que lui, je suis plus intelligent, je suis plus grand, je suis plus mûr que lui, à tout point, je suis meilleur soldat que lui, tout, mais lâche-le. Et à ce moment-là, Yosef craque et il s'est fait reconnaître. Il a accompli sa mission, ça y est, il y a quelque chose qui s'est créé entre les frères. Et c'est très intéressant, cette Arvout, Kol Israël Arevim Zebazé, avoir créé une solidarité,
une fraternité, une réalité de la famille, même si elle n'est pas du niveau de ce qu'elle aurait pu être et dû être avec un Yosef, mais néanmoins, on voit ici la harvout, quand l'Israël Arizim est basé, lui il est Aref. Et Yosef il craque à ce moment-là, et il se fait reconnaître. Pourquoi? On aurait pu dire ce qui se passe avec Binyamin. Binyamin est un personnage euh, qui n'est pas, qui n'a pas de caractéristiques, qui ne s'oppose en rien, à part l'être le fils chéri de son père et le fils bien-aimé de Rachel. À part cela, il n'a rien pour lui. Il n'a rien pour lui. Il n'a rien d'agressif, disons. Il ne porte rien que d'être le fils de l'étrangère ou de la femme rejetée. Et, et c'est un enfant préféré, mais sans autre. Ça ne garantirait pas du tout que les frères regrettent véritablement ce qui se passe avec Yosef. Puisque Yosef, c'est un titre personnel qui les dérange. Il les dérange personne. Ils ne peuvent pas lui parler avec lui. Ils n'arrivent pas à jeter des ponts avec Yosef. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental chez eux. Et en quoi est-ce que Yosef craque quand il voit que pour Binyamin, oui, pour Binyamin, Judas se porte garant. Donc ça veut dire, et on peut dire qu'on accepterait déjà qu'il s'est passé quelque chose, que quelque chose, il y a un constat d'une réussite extraordinaire dans la place que Judas accorde à Binyamin. Il se porte garant pour lui. Oui, et peut-être quelque chose qui va dans ce même sens, c'est-à-dire dans cette famille par rapport à Binyamin, par rapport à un père commun, on pourrait en trouver la trace lorsque finalement les frères, sont, lorsque les frères, après la mort et l'enterrement de Yaakov, dans le Perek Nun, à partir du Pasuk Tetvav, Vayiru Ache Yosef qui met aviem. Vayomru lu istemenu Yosef Hashem yashiv lanu et kol hara asher gamanuto. Les frères constatent la disparition de leur père et disent mais peut-être Yosef va maintenant prendre sa revanche sur tout ce qu'on lui a fait comme mal. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont vu? Parce que on explique que après la mort de Yaakov, Yosef aurait fait un détour par Shrem pour prier devant le puits dans lequel il a été jeté par ses frères, et il fait une bracha, Baruch Shasalines Bemakomazé, que béni, je remercie Hachem de m'avoir sauvé, de m'avoir fait un miracle ici. Donc les frères constatent que Yosef ne semble pas du tout avoir évacué le crime qu'ils ont commis contre lui. D'après d'autres, c'est que quand on est revenu en Égypte, Yosef ne prenait plus ses frères à table. Alors, il ne mangeait plus à la même table qu'eux. Du vivant de Yaakov, en vérité, Yaakov plaçait Yosef à sa droite, comme représentant du pouvoir égyptien, et comme lui, Yaakov est présent, donc il n'y a aucun problème à mettre Juda derrière, puisqu'il n'y a pas un conflit direct entre les frères et Yosef, puisque c'est lui, Yaakov, qui occupe le sommet de la table, et ensuite, il y a Rouven qui est l'aîné. Mais après la disparition de Yaakov, Yosef ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'il fallait accorder la prééminence qui revenait à Juda en tant que chef des frères, ce que lui reconnaîtrait volontiers, puisqu'il dit moi j'ai aucun rôle spécialement, que je suis l'instrument du destin pour nous tous, pour les frères, pour la fraternité. C'est pour ça que je suis là. Donc à ce moment-là, on voit bien à ce moment-là que ça y est, j'ai perdu le fil, que Yosef se considère comme faisant partie du groupe. Il ne vient plus avec ses prétentions de tout le monde se prosterne devant moi. Il n'a plus du tout cette attitude. Il accepte Juda comme chef. Mais par ailleurs, est-ce qu'il a le droit de renoncer à ce qu'il représente aux yeux du monde, aux yeux de l'Égypte, d'être le roi d'Égypte? Il ne peut pas faire cela. Donc il est pris entre deux obligations contradictoires. Reconnaître Juda comme le frère, le chef des frères, ce qui est vrai, et représenter
la position dominante qu'il a d'être le représentant de l'Égypte. Et c'est pour ça qu'il les a pu pris à table. Mais les frères interprètent cela, ça leur renvoie à la figure le crime qu'ils ont fait contre lui. Donc, c'est marqué dans le Pasuk Tetzaïn, et ils ont ordonné à Yosef, ils ont fait dire à Yosef, en disant, par les fils de Bila, dit Rashi, Avi Chatziva lifne moto, les morts, ton père a ordonné, avant sa mort, que Ko tomru le Yosef, ainsi vous parlerez à Yosef, Ana sana pesha recha vechatatam, kirag malucha. Et de grâce, pardonne donc la faute et les égarements des frères, car nous t'avons fait du mal. Ve'ata sana le pesha avde eloke avicha. Et à présent, pardonne la faute des serviteurs de ton père, du Dieu de ton père. Et ici, on parle de deux choses, apparemment. On parle d'une faute qui s'appelle Kotobul Yosef Anasana Pesha Achecha, la faute qu'on a fait en tant que frère par rapport à toi, quand tu as fait du tort. Et la deuxième chose, pardonne aussi la faute qu'on a commise envers le Dieu de ton père, puisque ton père n'est plus là, dit Rashi, mais Hachem est encore toujours là, mais c'est une faute qu'on a fait contre le père, et j'aurais dit c'est deux niveaux qu'ils ont niés dans la fraternité, l'une à titre de frère qui se sont débarrassés de Yosef, et une en ne prenant pas en compte le fait que finalement ils ont le même père. Oui. Et Yosef a pleuré en les entendant parler. Et là-dessus, le texte nous dit que Yosef Vaïdaber et Liba, que quand est-ce qu'il a apaisé ses frères, quand il a parlé à leur cœur, de quoi, qu'est-ce qu'il leur a dit en parlant à leur cœur. Et c'est avec cela qu'on va embrayer. C'est qu'il a dit, regardez, avant que vous n'arriviez, bien que j'occupais un poste clé en Égypte, les gens, Ayum Ranenim, ils ricanaient un petit peu derrière mon dos, ils faisaient des commentaires un peu désobligeants sur cet esclave qui sort du trou pour devenir le chef du monde. Mais maintenant que vous êtes là, je suis reconnu, on voit que je ne suis pas un enfant trouvé, je suis un enfant d'une grande famille, j'ai du Hirous, je viens de quelque part. Et donc, grâce à vous, j'ai eu une place reconnue, pas seulement que je l'occupe officiellement, mais en plus que je suis reconnu comme étant fils d'une grande famille. Je suis un enfant, fils de famille. Et maintenant, si je me débarrassais de vous, alors est-ce que les Égyptiens arriveraient à croire que vous êtes mes frères? C'est-à-dire, ils diront, ben, il a ramassé des gens, 10 personnes, et il les a fait passer pour ses frères, pour se faire accepter comme un type noble, et mais est-ce qu'un frère, il va tuer les autres? Donc, j'ai aucun intérêt à vous tuer. À part ça, il y a un deuxième élément, que si à 10, vous n'êtes pas arrivé à me tuer, alors ça veut dire que moi, tout seul, comment est-ce que je pourrais tuer tous les 10? Exclu. Et ça parlait aux frères. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les frères n'arrivent pas vraiment à avoir évacué le problème de Yosef. Ils n'ont pas évacué ce problème. N'est-ce pas? Et jusqu'à où Yosef est intégré dans leur cœur, eh bien on peut se le demander, puisque eux constamment rejouent la grande scène du crime, du rag maloucha, du mal qu'on t'a fait. Est-ce qu'ils ont vraiment sincèrement reconnu ce mal, ou c'est la peur, après la disparition du père, d'avoir affaire avec la rancœur, la revanche de Yosef? C'est la peur qui les a fait parler. Est-ce que jusqu'où ça va? Mais je dis, si de toute façon on a pu les apaiser seulement en disant que je n'ai absolument aucun intérêt à me débarrasser de vous, et c'est ça qui les calme, ça veut dire qu'en vérité, ils n'arrivent pas totalement à accepter Yosef. Mais au moins une chose qu'ils auraient obtenue, c'est que Yosef quand même est intégré. Maintenant, il est intégré dans la famille. C'était le test de Binyamin, que on voit bien qu'à titre de fils d'un même père, Yosef est 8 admis. Mais est-ce qu'avec cela, on est en présence d'une fraternité telle que maintenant on peut recevoir la Torah? Je dirais, il y a encore un échec. On est encore assez loin
d'avoir réussi les objectifs. Et c'est pour cela, je pense, que Yaakov continue sa mission auprès de Éphraïm et Menaché. C'est-à-dire, on s'était demandé qu'est-ce que le pauvre Éphraïm et Menaché viennent faire dans cette galère. Qu'est-ce que Yaakov s'obstine à créer une rivalité là où a priori il n'y en avait pas. Il avait qu'à aller dans le sens de réclamer par Yosef. Il a qu'à aller dans ce sens, c'est-à-dire d'accorder le privilège à celui qui est le premier par la naissance. Et les choses, elles seraient bien. Mais il y a ici un gros problème. Le problème est que si on va dans ce sens-là, on n'a pas créé de tension qui puisse être apaisée entre les frères. En vérité, comme j'ai dit plus haut, il faudrait faire un cours spécial sur les relations qui existent entre Éphraïm et Menaché. Je ne le fais pas ici. Mais ce que je veux relever, c'est la chose suivante. Que, étant donné que Yaakov n'a pas abouti à recréer ou à créer une fraternité Gomoura entière avec Yosef, et qu'on en reste à une fraternité d'être les fils d'un même père, on n'a pas encore abouti à ce que toutes les tensions qui existent quand un frère dépasse l'autre, on n'a pas encore abouti à cela, on n'est pas encore passé au-dessus de cela, on n'a pas créé en nous une dimension qui nous permet de lutter contre cette jalousie spontanée, naturelle que chacun éprouve à l'encontre d'un frère ou d'une sœur privilégiée. Et donc, il s'agit d'une certaine façon de créer quelque chose, et ça, c'est que à l'intérieur de la descendance de Yosef, on a créé une cellule d'une véritable fraternité, où on voit que Éphraïm et Menaché, quoique la préférence, pas la préférence, le privilège d'Éphraïm est total, eh bien, ils arrivent à vivre tout à fait bien ensemble. Comme le Midrash dit, dans le Perek Tzadézaïn, signalé plus haut, dans le Midrash He, Vayevarchem Bayomahu, que Shem Shikidmo Kan, Kar Kidmo Bechol Mekomot. Il a béni Ephraïm et Menaché, de la même façon que ici, il fait passer Ephraïm et Menaché, de même, dans tout, partout, Kidmo, c'est Ephraïm qui précède. Toladot, dans l'ordre des naissances, et les Toldot Bene Ephraïm, Barakar, et les Toldot Bene Menaché. Biorsi, et avec des preuves à l'appui, n'est-ce pas, rattachés quand on les rattache dans Parshat Bamidbar. Kidmo Benachala, Ephraïm y passe avant pour l'héritage. Ensuite, Kidmo Bidgalim, dans l'ordre des drapeaux, il y a d'abord celui d'Ephraïm, Kidmo Benissim, dans les princes, c'est celui d'Ephraïm qui passe avant celui de Menaché. Dans le Nassi, dans Kidmo Beshoftim, dans les juges, celui de Yoshua, il passe avant. Gidon, qui est de Menaché. Dans les rois, Yarovam vient d'Ephraïm et Yehu, beaucoup plus tard, vient de Menaché. Dans la bracha, Bracha Yavarech Israël les morts, Yosim Chaïlokim Ephraïm Menaché. Kidmo Bebracha Vayasem et Ephraïm Lifnei Menaché. En tout point de vue, Kidmo, il le fait passer avant. Donc, en dépit de ce que l'affirmation de la prééminence d'Ephraïm est totale, c'est toujours, il y a toujours une union entre eux. Comment c'est possible? Comment est-ce possible? Ça veut dire qu'à un certain niveau, les enfants que je rattache là-dessus à Yosef ont parfaitement compris que je ne me mesure pas à mon frère. Se mesurer à l'autre, voir et être éclaboussé par la réussite d'un autre, c'est quelque part la traduction d'un problème non résolu à l'intérieur de moi. Si moi, je suis
parfaitement en règle, j'ai parfaitement ma place et j'assume parfaitement ma place avec les problèmes qu'elle peut poser, mais je l'assume parfaitement, je ne suis nullement sensible à ce qui se passe à quelqu'un à côté de moi. Pourquoi les frères n'ont pas accepté Yosef? Parce que quelque part ils ont un problème personnel avec eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à se remettre de ce qu'ils ont fait à Yosef, et quelque part, ils ressentent cette rivalité de Yosef, ils n'arrivent pas à l'admettre jusqu'au bout, parce que chez eux, ils n'ont pas trouvé leur place. Mais Ephraim et Menaché dépassent cette rivalité, dépassent le problème, l'antagonisme, parce que Menaché ne se sent pas réduit devant les privilèges systématiques d'Ephraim. Je dirais peut-être ça ressemble à un couple qui passe par différentes phases. Parfois et longtemps, et peut-être toujours, on en reste à ce que l'homme, c'est un problème beaucoup plus masculin que féminin, ressent la réussite de sa femme comme quelque chose qu'il remet en question, quand il n'apprécie pas trop que ça soit la femme et gagne plus d'argent que lui, que la femme elle a ceci de plus, qu'elle est plus douée là-dedans, qu'elle arrive mieux à faire ça. Il sent ça, il sait bien qu'on est de la même famille, de la même qu'on forme un couple, comme les frères qui sont rassemblés par le fait d'avoir bien conscience que, en dépit des différences, ils appartiennent au même père. Oui, mais euh, mais il n'empêche que très spontanément, le mari a une tendance à sentir sa virilité remise en question par le fait qu'il soit dépassé par ses femmes, par ça. Mais il peut arriver qu'un couple, à un certain moment, ou vraiment dans la durée, arrive à atteindre un degré supérieur. Et le degré supérieur, c'est que Ish le Reu, Yomar Chazak, chacun encourage l'autre et content de la réussite. Pourquoi? Parce que je ne sens absolument pas que sa réussite me porte ombrage. Bien au contraire, je sens que la réussite de l'autre, c'est ce qui fait que ce couple est un couple qui réussit. C'est notre réussite. C'est pas elle contre moi. Qu'est-ce que chacun, quelle est la part de chacun? 60-40, 50-50, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de savoir quelle est la place que chacun occupe. Chacun occupe la place qui correspond à sa personnalité, à ses capacités. Mais si on arrive à ne plus ressentir la réussite de l'autre comme une remise en question de ma place, j'ai plus de problème avec moi. Les frères ne sont pas arrivés à ça, ils ne sont pas arrivés à résoudre leurs propres problèmes. Alors qu'Ephraim et Menaché, ils sont arrivés à cela. Et c'est pour cela, peut-être, que ce que Yosef il veut faire, c'est que B'chayevarech Israël, de donner une leçon à tout Israël. Pour le moment, on n'a pas encore réussi à Ish le Rei Yomar Chazak, que chacun est content de la réussite de l'autre, et donc que on aspire à leur montrer le chemin. Il faut que quand on bénisse les enfants, on dit, vous voyez, la réussite, la bracha, c'est Ephraim et Menaché. La réussite du clan Israël, des parents, c'est quand leurs enfants, ils sont comme Ephraim et Menaché, dans lequel n'a pas de problème avec l'autre. Pas simplement que c'est la première réussite d'un couple dans l'histoire, ça c'est simplement historique, mais la signification de cela, c'est que c'est tout à fait naturel qu'il y a des tensions, et que ces tensions, il faut passer par là pour être un clé qui boule pour la Torah, pour arriver à vivre des choses dans leur dimension, dans leurs vraies implications, pour arriver à entendre qu'est-ce que la Torah il en dit. Et c'est ça l'exemple que Menaché et Ephraim doivent tracer pour les Bnei Israël.